aller dans le champ des émotions. Et j'ai entendu des émotions joyeuses pendant la méditation, des émotions plus, des choses plus centrées. Donc je vous propose de parler avec la personne qui est derrière vous ou devant vous et de dire, pendant ce temps de musique, quelles sont les émotions que vous avez senties? Ça va? On commence à rentrer un peu plus à l'intérieur de nous. Quelles émotions ont pu naître pendant ce temps de musique? Alors, je vais vous proposer de revenir dans votre fauteuil, droit dans votre fauteuil, jouer le jeu et je vous en remercie. Allez découvrir son voisin de derrière ou sa voisine de derrière. Est-ce qu'il y a quelques personnes qui aimeraient nous partager les émotions qui sont nées pendant ce temps de musique? On a entendu déjà quelques-unes. Oui, mais oui. Moi, c'était assez mélangé. Oui. C'était de la joie, de la tristesse. En fait, je vous ai vu, tous les êtres humains sur Terre, mais il n'y avait quasi plus rien. C'était, voilà, plus énormément de forêt, plus rien, mais on était en paix, on était heureux parce qu'on était motivés par l'envie de sauver le peu qui nous restait, l'envie de reconstruire ce qu'on avait perdu. Et du coup, j'ai eu l'impression en fait que j'ai l'impression qu'on soit trop tard. Donc, je vais répéter brièvement ce que vous avez dit. Cette femme disait qu'elle avait vu, ressenti et de la tristesse et de la joie. Comme voilà, un mélange, c'était mélangé, mais qu'elle voyait comme la terre qui avait plus beaucoup de nature, mais qu'il y avait quand même une motivation pour garder ou faire en sorte que le peu qui reste soit survivre. C'est ça, si je fais un résumé? Oui, c'est ça. Voilà, donc ça c'est les deux premières émotions mélangées, et en fait c'est intéressant de voir à quel point, hop, il y a même des choses qu'on voit, hein, en entendant quelque chose, il y a des choses, l'émotion crée aussi quelque chose qu'on voit. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre voudrait nous partager? Moi j'ai entendu des émotions joyeuses par là-bas, je veux rien dire, mais il y en a qui rigolaient à fond, et ça c'est quand même chouette d'entendre des rires. Je ne veux pas forcer un témoignage, mais ça rit et pas. Quelqu'un d'autre? Une autre émotion? Oui. Oui, madame, tout au fond. Je pense que j'ai pas besoin de comprendre. À la fin de la méditation, j'avais envie de regarder le visage de personne et voilà, j'étais curieuse de voir un petit peu dans quel état pouvait être chacun. J'ai envie de me connecter avec la personne. Moment de connexion. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui, madame. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on dise que l'éducation, au fond, part du jeu et du plaisir. Et en effet, on est trop dans des émotions négatives, et le jeu et le plaisir, ça donne de l'énergie, de la vibration positive et de la joie. Merci beaucoup. Oui, monsieur? J'ai ressenti une vraie intimité en fait avec la terre, cette mère en fait, qui est là jour après jour avec toute sa générosité, tout care en anglais. Bon. C'est inspiré quand même de... En fait, dans Vibration, le spectacle, c'était... on fait des mix de plein de choses, on mélange même de l'holistique avec du lyrique, avec des voix de soprano, des instruments qui sont du cristal. Alors, on mélange beaucoup de choses en fait, énormément de choses. C'est ça qui est intéressant, c'est en définitive, c'est perdre ses repères et puis faire une connexion avec nous-mêmes et notre environnement. Après, c'est ouvrir des espaces en tout cas, c'est ça qui est intéressant. On va continuer notre voyage et maintenant j'ai le plaisir d'introduire Vincent Watley. Ah oui, et la régie aussi, on fait un petit changement, donc on vous le dit en live. C'est maintenant Vincent qui va passer, parce qu'on sent que c'est plus dans le flot de ce qu'on vient de vivre. Voilà, on essaye que les choses aient du lien et du lion. Donc Vincent est actif dans les associations environnementales depuis plus de 15 ans. Il est cofondateur du réseau Transition Wallonie-Bruxelles et de Mycélium. Psychologue,
Il est vraiment spécialisé dans les relations humaines, l'intelligence collective. Il a même accompagné beaucoup de collectifs sur la prise de décision, la gouvernance partagée. Et maintenant, en tant qu'éco-psychologue, il contribue à prendre soin de la relation profonde entre l'humain et la nature. Donc Vincent va aussi nous parler, mais aussi nous faire vivre une expérience. Je te laisse la parole. Merci. Pour moi, c'est du velours, en fait, de passer après Didier. Alors, je vous oblige pas à regarder, hein, parce qu'on est quand même pas super bien mis. C'est pas génial. Comme l'a dit Déborah, je suis psychologue, je suis éco-psychologue, et donc quelque chose qui me prend aux tripes depuis des années maintenant, c'est cette question fondamentale: comment une espèce, des mammifères, primates, comment une espèce réussit à tellement arriver au bout, ou presque au bout de la destruction de son habitat, qu'elle se suicide. Quel est ce lien entre la souffrance qu'on a toutes et tous dans cette société-ci particulièrement, et la souffrance qu'on fait vivre aux millions d'espèces autres qu'humaines, aux millions, aux milliards d'êtres animés sur la planète, dans notre maison, au quotidien. Et donc c'est un peu de ça dont je vais vous parler. On peut passer au slide après. Et avant, j'ai envie de profiter que vous ayez un peu le cœur ouvert par la musique et par les magnifiques images d'Ecospheria, pour juste vous reposer un tout petit bout du constat. Avant de le poser, j'aimerais bien que quelques personnes lèvent la main, peut-être juste entendre qui a entendu parler des rapports catastrophiques du GIEC sur le changement climatique. Quand même pas mal de monde maintenant. Qui a entendu parler de l'effondrement, la possibilité que toutes les crises soient interconnectées et aboutissent peut-être à une fin de la civilisation thermo-industrielle. Ok. Qui a entendu maintenant parler de ce dernier rapport qui est sorti le 6 mai, de l'IPBES sur la biodiversité. Ok. Alors, je vais le faire comme on le fait en général, en vitesse. Si je vous présente ça comme ça, je vais vous dire, il y a un patrimoine mondial, il y a des ressources planétaires, c'est la biodiversité. La biodiversité, c'est tout ça, et tout ça nous rend des services écosystémiques. Et si on perd ces services écosystémiques, on meurt. C'est logique, on ne vit pas sur la Terre ou hors de la Terre, on vit dans la Terre. La Terre, elle est en dessous de nous, elle est autour de nous, elle est au-dessus de nous, et nous sommes profondément et intrinsèquement liés à l'ensemble de cet écosystème. Je peux vous le dire vite, un quart des mammifères en voie de disparition ou en risque d'extinction, 31% des requins et des raies, 27% des crustacés, énormément de végétaux, entre 16 et 63% en fonction de quels végétaux. Voilà. Et les coupables de ça sont indubitablement l'activité humaine, l'urbanisation, la destruction des habitats, le réchauffement climatique, la surpêche, l'exploitation des ressources. Je vous ai donné des faits. Tu peux passer à le slide suivant ? Maintenant, j'aimerais bien que vous quittiez la tête, que vous refermez les yeux ou que vous regardiez juste ces images. Et je vais vous parler plus de faits, je vais vous parler d'êtres. Le rhinocéros blanc que vous voyez là au-dessus à gauche a déjà disparu. Cette espèce n'existe plus du fait de l'activité humaine. Il en est du même du bouquetin là-haut. Ces autres animaux à droite sont ceux qui sont le plus en risque de disparaître dans les années à venir. Quand on parle de déforestation en Amazonie ou dû à l'huile de palme dans toute l'Indonésie, est-ce qu'on parle de stock de bois, de services écosystémiques, de feuilles, d'oxygène? Moi personnellement, parce que j'ai de plus en plus ouvert ça à l'intérieur de moi, on me parle de milliers et de milliers et de milliers d'êtres vivants qui sont assassinés. C'est ce qu'on appelle l'écocide. Il n'y a pas longtemps, il y a, je pense, 1 ou 2 ans, je me suis rendu compte qu'une des choses qui me faisait le plus mal, qui me fait encore pleurer aujourd'hui, c'est de me rendre compte que dans les océans, les grands mammifères marins, comme la baleine par exemple, mouraient simplement parce qu'elles perdaient les repères dus au bruit. Il y a tellement de bruit dans les océans
que des mammifères meurent parce qu'ils perdent leurs repères. Vous savez que les baleines ont des rituels de deuil, comme les éléphants. Les baleines prennent soin de leur enfant et accompagnent jusqu'à la mort. Ça, c'est bien au-delà des chiffres. Ça, c'est bien au-delà simplement des services que l'écosystème nous rend. Ça nous raconte au quotidien ce qui est en train de se passer pour tous ces êtres vivants, autres qu'humains, qui sont sur cette planète. Et c'est là où je rejoins totalement Didier. On peut passer au slide après. Ne le regardez pas pour le moment. Où je rejoins totalement Didier, et je reviendrai dessus après, ça fait 50 ans qu'on fait de l'information environnementale. Le Club de Rome, 72, le premier moment où on s'est vraiment rendu compte d'une façon aussi claire que le modèle croissanciste, productiviste, extractiviste de notre économie nous amenait dans la destruction de la planète. Depuis ce moment-là, des milliers de personnes, d'associations, des centaines de milliers d'associations, des milliers de scientifiques ont parcouru le monde pour dire encore et encore « notre maison brûle et on va aller avec ». Ça ne marche pas, c'est pas suffisant. Parce que ça, ce n'est pas de la sensibilisation, c'est de l'information. La sensibilisation, c'est quand ce qui se passe dans votre tête, avant d'arriver dans vos mains, en action, passe d'abord par les tripes, par le cœur. C'est rendre ça sensible. Thich Nhat Hanh, quand on lui a posé la question, quelle est la première chose à faire pour l'écologie, a répondu « Écoutez en vous la terre qui pleure ». Moi, cette phrase me bouleverse. Et c'est ce que je vous amène à faire là maintenant. J'aimerais bien que vous vous tourniez vers un voisin, une voisine. Soyez sûr de former des duos, vraiment des pairs. Soyez juste 2, à 3 ça ne marchera pas. Si besoin, déplacez-vous. Allez trouver quelqu'un, allez-y. Trouvez d'abord, faites votre duo. Trouvez, c'est peut-être pas à côté de vous, c'est peut-être devant vous ou derrière vous. Ok ? Formez ce duo-là. C'est juste pour parler un petit peu pendant un certain temps. Vous savez, vous êtes encore un peu gênés, je vois qu'il y en a qui n'osent pas. Allez-y, je vous invite. Si vraiment vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Mais je vous invite vraiment à prendre ce temps de juste former d'abord le duo. Ok ? Vous l'avez ? Ouais ? Très bien. Alors, là maintenant, écoutez-moi précisément pour la consigne. Pendant 2 minutes, une personne parle en répondant à cette première phrase. Quand je pense à l'état du monde, je me sens. Une seule personne parle dans le duo et l'autre écoute. Mais pas elle écoute, elle écoute. Ok ? Et puis on changera les rôles. Donc ne vous tracassez pas. Vous n'avez pas besoin de réfléchir à ce que vous direz après. Vous n'avez pas besoin d'essayer de rebondir sur ce que va dire la personne. Juste écoutez. Prenez ce temps précieux de pouvoir écouter. Ok ? Voilà, décidez, la personne qui a le moins de cheveux va commencer à parler et va répondre à cette question. On revient, désolé, je suis passé dans l'humour. On peut revenir à ça, tu peux revenir juste aux images d'avant. Quand je pense à l'état du monde, je me sens. Et vous continuez pendant 2 minutes, juste à répondre à cette question. Quand je pense à l'état du monde, je me sens. Ok, vous pouvez terminer ce que vous êtes en train de dire. Prenez maintenant 5-10 secondes pour terminer ce que vous êtes en train de dire. Merci. Maintenant, on change les rôles et simplement même consigne. Quand je pense à l'état du monde, je me sens. Donc celle qui parlait écoute, celle qui écoutait parle. Quand je pense à l'état du monde, je me sens. Ok, on garde ces mêmes rôles. C'est toujours maintenant la même personne qui vient de parler, qui va continuer à parler. Et continuer cette phrase-là. Avec ça, malgré ça ou pas, je ne sais pas ce que vous avez dit. Avec ça, avec cet état-là, avec ces ressentis-là. Ce qui me donne de l'enthousiasme dans cette époque très particulière, qu'on appelle aussi l'Anthropocène. Ce qui me donne de l'enthousiasme dans cette époque, c'est par exemple, ce qui me donne de l'enthousiasme dans cette époque, c'est par exemple, allez-y. Et c'est magnifique que ce soit dur, parce que si c'était pas dur, je serais qui en tant qu'humain ? J'ai le cœur qui s'ouvre, et à ce moment-là, j'ai envie d'agir.
Mais je ne peux pas tout le temps être en conscience de ça, donc je mets de temps en temps la tête dans le sable. Okay. L'autre grande réaction, c'est l'âne batté. Moi, l'âne batté, il me fait fort peur, parce que l'âne batté, c'est vraiment le refus de prendre conscience que le système de la croissance ne peut pas fonctionner. Il y a des limites. La fine couche autour de la planète, il y a des limites. On est une espèce qui avons, pour le moment, dénié le fait qu'il y avait des limites. Dans notre société, là, depuis 200 ans, vous savez, le début du capitalisme, c'est les quelques dernières lignes de l'écriture d'un livre de 1000 pages qui est l'histoire de la Terre. C'est juste quelques lignes. Et depuis ce moment-là, il y a plein de choses qu'on n'ose plus regarder. On n'ose plus regarder la vieillesse, on n'ose plus regarder la mort, on n'ose plus regarder les limites. C'est flippant, les limites. Et ça, c'est du coup, moi je continue tout droit. Je suis désolé, j'adore les ânes, c'est vraiment pas sympa pour moi. Je continue tout droit, et ce tout droit pourrait s'appeler croissance verte. Il y a aussi deux autres réactions régulières. Moi, il y en a une que j'ai beaucoup fait avant, c'était l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Ça, c'est celui où, dès que vous prenez conscience d'un truc, vous le criez partout. Non, mais tu te rends pas compte, on va tous crever. Ça ne va pas, il faut absolument que tu changes totalement du jour au lendemain. Sauf que la personne qui est en face de vous, peut-être qu'elle n'est pas à cet endroit-là. Elle est peut-être encore dans l'autruche, elle est peut-être encore dans l'âne batté, elle est autre part. Comment est-ce que deux éléphants, ou un éléphant, un âne batté, une autruche peuvent, dans la table, peut-être dans le livre de la discussion, ce serait une bonne idée. Et alors celui que moi je vois le plus dans les mouvements militants, c'est le chien fou. Le chien fou, il s'agite dans tous les sens. D'un coup, il veut faire 1000 projets, et on ne sait plus si c'est de l'action ou de l'agitation. Le problème du chien fou, c'est qu'il court tellement qu'après il est crevé. On épuise nos ressources personnelles et les ressources de nos groupes aussi vite qu'on épuise les ressources de la Terre. Et donc tout ça, je vais terminer là-dessus, pour vous dire, je peux avoir le slide après, que ce qu'on propose quand on parle de transition intérieure, qui se marie à la transition extérieure, c'est d'oublier, d'arrêter cette illusion qu'il y a une différence entre travailler sur soi, travailler sur le monde. Il n'y a pas de priorité. Il n'y a pas de si je me transforme complètement de l'intérieur, toute la réalité va changer. J'aimerais bien, peut-être que c'est vrai, mais pour le moment, je crois que la lutte politique, elle est encore importante. Descendre dans la rue, mener des combats, se mettre en mouvement, ça me semble essentiel. Ce qui se passe pour le moment dans toutes les marches, pour moi, c'est essentiel. Mais si je fais ça sans intention, sans soin de moi, sans soin des personnes autour de moi, à ce moment-là, qu'est-ce que je crée? Quel type de projet je crée? Est-ce que je ne répète pas encore et encore la même chose? Et ça, c'est ce qu'on appelle la transition intégrale. La transition intégrale, elle est aussi bien intérieure qu'extérieure. Il n'y a pas de choix à poser là-dedans. Et pour ça, j'ai envie juste de nous inviter tous à passer soit de ces animaux-là au colibri. Colibri, vous connaissez la métaphore, je ne vais pas la refaire. Soit au papillon. Le papillon qui serait peut-être le passage de cette société adolescente, qu'en écopsychologie on appelle patho-adolescente, qui n'a pas de conscience de ses limites, à cette société adulte qui s'envole, mais forcément en masse. C'est le saint message. Merci beaucoup Vincent. Alors, comme vous avez déjà travaillé, je ne vais pas vous refaire travailler après ce temps avec Vincent, mais je vais introduire directement notre quatrième orateur de ce soir, qui est Grégory Vandamme. Alors, Grégory est un chercheur doctorant à l'Université catholique de Louvain. Sa recherche porte sur le soufisme classique et principalement sur les œuvres d'Ibn Arabi et son école. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que pour moi, c'est un moment touchant de voir la rupture du jeûne. C'est la première fois et j'ai trouvé que c'était très joyeux de voir voilà, cette nourriture passer et d'être tous ensemble et de parler de développement durable et d'humanité pour ce moment-là. Amen. Amen, si on veut. Et voilà, on va rentrer plus peut-être dans la spiritualité. Donc, Grégory travaille sur l'utilisation contemporaine de la pensée d'Ibn Arabi et les possibilités d'actualisation de ces paradigmes en vue de fonder un discours renouvelé à l'intérieur et autour de l'islam. Il est aussi passionné de développement durable. Il est très engagé dans une ASBL qui s'appelle Valeurs et spiritualité musulmane de Belgique, qui vise à mettre en valeur l'héritage et l'actualité vivante du soufisme à travers diverses activités culturelles, notamment liées aux questions de sensibilisation aux défis écologiques et à la critique de la consommation.
Et je pense que Grégory, dans son exposé maintenant, va nous inviter à changer de regard. Grégory. Merci à toutes et à tous et que la paix soit sur chacun d'entre vous, comme il se dit dans ce genre de circonstances. C'était pas facile de terminer après tout ça et de parler d'islam alors qu'on parle déjà tout le temps d'islam dans les médias pour plein de problèmes. On va essayer de parler d'islam pour d'autres raisons. Évidemment, il y a la question du vivre ensemble et ce serait quand même bien d'apprendre à vivre avec les musulmans. Ce serait surtout bien aussi que les musulmans apprennent à vivre avec les autres. Je dis ça parce que je suis musulman. Et donc l'idée ici, ça va être de voir quel est le regard que l'islam porte sur l'articulation entre l'humain et le cosmos. Alors on peut passer à la première slide. Alors, quand on change de point de vue, quand on a d'un autre point de vue, on a ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a ici? On a à gauche la perspective de l'héliocentrisme, je ne vais pas vous définir ce que c'est. Et à droite, on a la perspective ancienne, fausse, entre guillemets, du géocentrisme, la perspective ptolémaïque. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne à gauche quelque chose de très mathématique, très régulier, où chaque planète, dans son orbite circulaire, est bien à sa place. À droite, ça donne une espèce de joyeux bordel, un peu plus esthétique. Et surtout, ça donne ces espèces que vous voyez en bas, ce sont les formes des orbites de chaque planète. Donc vous voyez que dans la perspective ancienne, ptolémaïque, et qui a été largement reprise par le monde islamique, les orbites des planètes n'étaient pas tout simplement des trajectoires communes, ou toutes dans une forme elliptique identique, mais elles avaient chacun une identité propre. Alors ce qui est très intéressant, c'est que de voir, donc, du coup ça nous donne une autre vision du cosmos déjà, c'est juste un premier aperçu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait le géocentrisme n'est pas une perspective fausse, c'est juste un autre point de vue. Et ce qui était, entre guillemets, faux dans la perspective géocentrique, c'est de croire que c'était le seul point de vue. Et j'en veux pour preuve qu'à la NASA, pour certaines mises en orbite... Et c'est magnifique que ce soit dur, parce que si c'était pas dur, je serais qui en tant qu'humain? J'ai le cœur qui s'ouvre, et à ce moment-là, j'ai envie d'agir. Mais je ne peux pas tout le temps être en conscience de ça, donc je mets de temps en temps la tête dans le sable. Okay? L'autre grande réaction, c'est l'âne batté. Moi, l'âne batté, il me fait fort peur, parce que l'âne batté, c'est vraiment le refus de prendre conscience que le système de la croissance ne peut pas fonctionner. Il y a des limites. La fine couche autour de la planète, il y a des limites. On est une espèce qui avons, pour le moment, dénié le fait qu'il y avait des limites. Dans notre société, là, depuis 200 ans, vous savez, le début du capitalisme, c'est les quelques dernières lignes de l'écriture d'un livre de 1000 pages qui est l'histoire de la Terre. C'est juste quelques lignes. Mais depuis ce moment-là, il y a plein de choses qu'on n'ose plus regarder. On n'ose plus regarder la vieillesse, on n'ose plus regarder la mort, on n'ose plus regarder les limites. C'est flippant, les limites. Et ça, c'est du coup, moi je continue tout droit, je suis désolé, j'adore les ânes, c'est vraiment pas sympa pour moi. Je continue tout droit, et ce tout droit pourrait s'appeler croissance verte. Il y a aussi deux autres réactions régulières. Moi, il y en a une que j'ai beaucoup fait avant, c'était l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Ça, c'est celui où, dès que vous prenez conscience d'un truc, vous le criez partout. Non, mais tu te rends pas compte, on va tous crever. Ça ne va pas, il faut absolument que tu changes totalement du jour au lendemain. Sauf que la personne qui est en face de vous, peut-être qu'elle n'est pas à cet endroit-là. Elle est peut-être encore dans l'autruche, elle est peut-être encore dans l'âne batté, elle est autre part. Comment est-ce que deux éléphants, ou un éléphant, un âne batté, une autruche peuvent, dans la table, peut-être dans l'île de la discussion, ce serait une bonne idée. Et alors celui que moi je vois le plus dans les mouvements militants, c'est le chien fou. Le chien fou, il s'agite dans tous les sens. D'un coup, il veut faire 1000 projets, et on ne sait plus si c'est de l'action ou de l'agitation. Le problème du chien fou, c'est qu'il court tellement qu'après il est crevé. On épuise nos ressources personnelles et les ressources de nos groupes aussi vite qu'on épuise les ressources de la Terre. Et donc tout ça, je vais terminer là-dessus, pour vous dire, je peux avoir le slide après, que ce qu'on propose quand on parle de transition intérieure, qui se marie à la transition extérieure, c'est d'oublier, d'arrêter cette illusion qu'il y a une différence entre travailler sur soi, travailler sur le monde. Il n'y a pas de priorité. Il n'y a pas de si je me transforme complètement de l'intérieur, toute la réalité va changer. J'aimerais bien, peut-être que c'est vrai, mais pour le moment, je crois que la lutte politique, elle est encore importante. Descendre dans la rue, mener des combats, se mettre en mouvement, ça me semble essentiel.
Ce qui se passe pour le moment dans toutes les marches, pour moi, c'est essentiel. Mais si je fais ça sans intention, sans soin de moi, sans soin des personnes autour de moi, à ce moment-là, qu'est-ce que je crée? Quel type de projet je crée? Est-ce que je ne répète pas encore et encore la même chose? Et ça, c'est ce qu'on appelle la transition intégrale. La transition intégrale, elle est aussi bien intérieure qu'extérieure. Il n'y a pas de choix à poser là-dedans. Et pour ça, j'ai envie juste de nous inviter tous à passer soit de ces animaux-là au colibri. Colibri, vous connaissez la métaphore, je ne vais pas la refaire. Soit au papillon. Le papillon qui serait peut-être le passage de cette société adolescente, qu'en écopsychologie on appelle patho-adolescente, qui n'a pas de conscience de ses limites, à cette société adulte qui s'envole, mais forcément en masse. C'est le Saint-Émile Saint-Jean. Merci beaucoup Vincent. Alors, comme vous avez déjà travaillé, je ne vais pas vous refaire travailler après ce temps avec Vincent, mais je vais introduire directement notre quatrième orateur de ce soir, qui est Grégory Vandamme. Alors, Grégory est un chercheur doctorant à l'Université catholique de Louvain. Sa recherche porte sur le soufisme classique et principalement sur les œuvres d'Ibn Arabi et son école. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que pour moi, c'est un moment touchant de voir la rupture du jeûne. C'est la première fois et j'ai trouvé que c'était très joyeux de voir voilà, cette nourriture passer et d'être tous ensemble et de parler de développement durable et d'humanité pour ce moment-là. Amen. Amen, si on veut. Et voilà, on va rentrer plus peut-être dans la spiritualité. Donc, Grégory travaille sur l'utilisation contemporaine de la pensée d'Ibn Arabi et les possibilités d'actualisation de ces paradigmes en vue de fonder un discours renouvelé à l'intérieur et autour de l'islam. Il est aussi passionné de développement durable. Il est très engagé dans une ASBL qui s'appelle Valeurs et spiritualité musulmane de Belgique, qui vise à mettre en valeur l'héritage et l'actualité vivante du soufisme à travers diverses activités culturelles, notamment liées aux questions de sensibilisation aux défis écologiques et à la critique de la consommation. Et je pense que Grégory, dans son exposé maintenant, va nous inviter à changer de regard. Grégory. Merci à toutes et à tous et que la paix soit sur chacun d'entre vous, comme il se dit dans ce genre de circonstances. C'était pas facile de terminer après tout ça, de parler d'islam, alors qu'on parle déjà tout le temps d'islam dans les médias pour plein de problèmes. On va essayer de parler d'islam pour d'autres raisons. Évidemment, il y a la question du vivre ensemble, et ce serait quand même bien d'apprendre à vivre avec les musulmans. Il serait surtout bien aussi que les musulmans apprennent à vivre avec les autres. Je dis ça parce que je suis musulman. Et donc l'idée ici, ça va être de voir quel est le regard que l'islam porte sur l'articulation entre l'humain et le cosmos. Alors on peut passer à la première slide. Alors, quand on change de point de vue, quand on a un autre point de vue, on a ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a ici? On a à gauche la perspective de l'héliocentrisme, je ne vais pas vous définir ce que c'est, et à droite on a la perspective ancienne, fausse, entre guillemets, du géocentrisme, la perspective ptolémaïque. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne à gauche quelque chose de très mathématique, très régulier, où chaque planète dans son orbite circulaire est bien à sa place. À droite, ça donne une espèce de joyeux bordel, un peu plus esthétique. Et surtout, ça donne ces espèces que vous voyez en bas, ce sont les formes des orbites de chaque planète. Donc vous voyez que dans la perspective ancienne, ptolémaïque, et qui a été largement reprise par le monde islamique, les orbites des planètes n'étaient pas tout simplement des trajectoires communes, ou toutes dans une forme elliptique identique, mais elles avaient chacun une identité propre. Alors ce qui est très intéressant, c'est que de voir, donc, du coup ça nous donne une autre vision du cosmos déjà, c'est juste un premier aperçu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait le géocentrisme n'est pas une perspective fausse, c'est juste un autre point de vue. Et ce qui était, entre guillemets, faux dans la perspective géocentrique, c'est de croire que c'était le seul point de vue. Et j'en veux pour preuve qu'à la NASA, pour certaines mises en orbite, les calculs dans une perspective héliocentrique sont beaucoup trop compliqués. C'est-à-dire qu'ils demandent énormément de masse de calcul et c'est beaucoup plus simple de les calculer en faisant comme si de rien n'était à partir d'une perspective géocentrique. Donc, déplacer le point de vue non pas vers toujours un au-delà, une fuite en avant, le progrès, l'amélioration, le développement durable. Est-ce que le développement justement durable, c'est encore regarder vers l'avant, toujours vers l'avant?
Parfois, regarder en arrière, ça nous permet d'avoir un nouveau point de vue très intéressant. Et donc, pourquoi l'islam dans cette question? C'est une tradition spirituelle parmi d'autres, une richesse philosophique, spirituelle, intellectuelle parmi d'autres. Et donc, en ça, elle a son mot à dire, mais surtout, elle s'est constituée dans un moment vraiment charnière et à un carrefour de civilisation. On va revenir après sur l'aspect coranique, mais ce qu'on a en haut à droite, c'est une représentation en miniature de Beit el-Hikma, cette maison qui était une institution, en fait, hein, pas seulement une maison physique, mais dans la Bagdad abbasside, au Xe siècle, dans laquelle, en fait, on traduisait à peu près tout et n'importe quoi. Les traités de mathématiques indiennes, de l'astronomie, justement, ptolémaïque grecque, aussi des choses venant de la Perse ancienne, de la Chine. Et c'est à ce moment-là aussi que toute la religion islamique s'est formalisée. Le droit, toutes des choses. Donc, en fait, l'islam a toujours eu ce rapport aux sciences et à l'interculturalité au cœur même de son projet. Et lorsqu'on a ici, en bas à droite, c'est une page d'un Coran chinois. Hein. C'est un Coran de la culture ouïghour. Vous savez, j'espère que vous le savez qu'aujourd'hui, les musulmans en Chine ne sont pas très bien traités. C'est plutôt un euphémisme. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que, bon, pour ceux qui connaissent un petit peu le Coran, la nature, le cosmos, est à peu près à tous les coins de page du Coran. Les sourates ont des noms d'astres, d'animaux aussi, parfois de vents, de choses comme ça. Dieu jure par la figue et l'olive. Hein. Donc il y a vraiment un rapport à la nature et aux éléments du cosmos très fort. Et ici, on voit en plus que dans ce texte sacré, soi-disant aussi la culture aniconique de l'islam, on va voir qu'on aura beaucoup de représentations iconiques, au contraire. C'est ce dessin d'une fleur en marge de la révélation. Donc cette idée que le rapport à la nature est au cœur même de la révélation, et donc du fondement de l'islam. On va en voir un exemple après. Et donc juste pour le citer, parce que quand même, à gauche, Sayyid Hossein Nasr, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un penseur très influent aux États-Unis, très influent dans le monde anglophone, malheureusement trop peu connu dans le monde francophone. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il a émis une critique de la modernité au point de vue écologique. Hein. Il a parlé de crise écologique déjà dans les années 60. Ce livre-là est sa première publication synthétique sur le thème, il en parlait déjà avant, il a continué à en parler jusqu'aujourd'hui, à partir justement de la perspective de la tradition islamique. Donc il y a quelque chose d'éminemment, même révolutionnaire chez lui, et je me suis beaucoup inspiré de lui, je dois dire, dans cette présentation. Donc maintenant, qu'est-ce que cette tradition islamique, et tradition islamique au sens très large, hein, évidemment, comme Déborah l'a dit, je m'inspire beaucoup des travaux d'Ibn Arabi. Qu'est-ce que la tradition islamique a à nous dire sur le cosmos sur le cosmos et l'être humain? En gros, qu'est-ce que le cosmos et qu'est-ce que l'être humain pour la tradition islamique? Eh bien, avant de répondre à cette question par une spécification synthétique, lisons peut-être justement un verset du Coran que j'aime beaucoup. Ah, ça devait être beaucoup plus grand normalement. Attendez, je vais me déplacer. J'aime beaucoup ce verset, pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, il y a plein de choses qui parlent de nature et d'homme dans le Coran, mais celui-ci est vraiment pas mal. Il dit « Votre Dieu est un Dieu unique, il n'y a de Dieu que lui ». Hein, vous savez que même les chrétiens utilisent le nom Allah pour dire Dieu. Allah veut dire littéralement le Dieu, c'est le principe divin, c'est pas quelqu'un avec un turban qui vit dans le ciel. Donc il n'y a de Dieu que lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et puis c'est là que ça devient intéressant. Certes, dans la création des cieux et de la terre, dans la succession de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue sur la mer portant ce qui est utile aux hommes, dans l'eau que Dieu fait descendre du ciel et avec laquelle il fait revivre la terre après sa mort, cette terre où il a disséminé toutes sortes d'animaux, dans les variations du souffle des vents, dans les nuages assujettis entre le ciel et la terre, il y a des signes pour ceux qui savent raisonner. Donc il y a ici cette idée, hein, on parle de Dieu, de l'unicité de Dieu, et puis on parle de ces signes. Alors, ce qui est très intéressant, en arabe, le mot « alam », qui veut dire le monde, le cosmos, est fondé sur cette racine « ayn », la mim, sur laquelle est fondé justement le mot « alam », le nom signe, et sur laquelle est fondé aussi le nom « ilm », la science, la connaissance.
Hein, donc en fait, l'enseignement, c'est apprendre les signes, c'est enseigner dans cette perspective. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce verset, je ne sais pas si ça vous a sauté aux yeux, moi ça me travaille depuis de nombreuses années, c'est qu'il y a toute cette description du cosmos, toutes ces descriptions justement de un Dieu qui fait descendre la pluie, tout ça, des choses. Et puis au milieu, il y a ce navire. Il y a un navire qui vogue sur l'océan. Et donc, il y a cette idée que même la technologie, elle fait partie de ce cosmos à contempler. La technologie est partie de ce cosmos. Et dans ça, je rejoins totalement Vincent sur cette idée qu'il n'y a pas de séparation entre l'homme, son action et le cosmos. Il y a une chose en fait, et c'est peut-être justement le fait de penser toujours homme-nature qui crée déjà les germes du problème. Donc maintenant, on va voir un peu une perspective. Je suis content qu'il y ait un théologien dans la salle, peut-être que ce sera la seule personne qui ne va pas s'ennuyer maintenant pendant quelques minutes. Donc, Dieu, ici, il est appelé par une multitude de noms dans la Révélation, et on peut dire qu'il est, entre autres, le vivant, al-hayy, et le réel, al-haq, la réalité. Donc en gros, c'est à peu près tout ce qu'on connaît qui vit et qui est réel autour de nous. Il est donc un principe de vie unique, qui se manifeste autour de nous, comme on l'a vu dans tous ces éléments du cosmos. Il est aussi l'apparent et le caché. Alors évidemment, c'est un peu problématique parce qu'on définit quand même souvent l'apparent par opposition au caché et le caché par opposition à l'apparent, et lui, il est les deux à la fois. Il est le premier et le dernier, idem. Certains penseurs vont dire, en fait, l'être, la réalité, c'est ce qu'on appelle la sphère infinie, dont le centre se trouve partout, le centre qu'on voit là, et la périphérie nulle part. Donc en fait, qu'est-ce qu'il y a dans l'apparent, le caché, le premier et le dernier? Il y a toujours un retour à quelque chose qui est toujours au-delà. Le Coran dit Dieu, al-Izzati amma yasifun, celui qui est au-delà, qui excède toutes les descriptions, mais il est aqrabu ilayhi min hablil warid, il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Donc, comment faire avec ça, avec notre rationalité et de catégorie habituelle, c'est pas facile, mais c'est ce à quoi la révélation nous appelle. Et donc dans ce prisme, on va dire, tout ce qui existe, tout ce qui est réel, donc autant cette chaise que Vincent, que Déborah, que moi j'espère, tout ce qui est vivant, tout ça, ce sont des réalités qui participent de cette présence divine. Et autrement dit, tout ce qui est différencié, tout ce qu'on peut nommer différemment et qui est vivant et réel, ce sont des noms de Dieu, tout comme le réel et le vivant, ou pour certains, des noms de Dieu. Donc tout ce qu'il y a dans le cosmos est un autre. Il n'y a pas de séparation homme-nature, il n'y a pas de ressources pour l'homme. Ce qui est ressource, c'est l'autre avec lequel on travaille. Et pour citer justement Sayyid Hossein Nasr, une phrase un peu crue, mais je pense qu'il fait du bien, il dit en fait, dans la perspective traditionnelle, l'homme et le cosmos sont comme mari et femme. Ils sont un couple uni, inséparable, qui s'entraident, qui prennent soin l'un de l'autre. Alors que dans la perspective moderne, l'homme regarde la nature comme il regarde une prostituée. Il vient, il paye pour prendre quelque chose, et puis il s'en va, et il s'en fiche. Pardon, il me reste déjà 5 minutes, ok. Alors, passons à la suite, voilà. Qu'est-ce qu'est l'homme dans ce miroir de la création? Il est justement celui qui prend soin, celui qui est garant de la préservation, parce qu'il est conscient de cette réalité que je viens d'essayer d'expliquer. Et donc, l'homme et le cosmos ne sont qu'une seule et même chose. C'est pour ça qu'on parle de cette relation macrocosme-microcosme dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Autrement dit, l'action de l'homme et le cosmos sont inséparables. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Si on définit l'homme comme un animal, si on définit l'homme comme un corps, et j'aimais bien l'exemple justement d'Idriss tout à l'heure sur le fait de remplir le Grand Canyon de tous les hommes qui ont vécu, ce qui m'interpelle, c'est qu'en fait, dans ce Grand Canyon, il y a les corps des hommes qui ont vécu, mais il n'y a pas le fruit de leurs actions, il n'y a pas leurs pensées, leurs rêves, leurs émotions, tout ça, où est-ce qu'on le met? Pourtant ça a existé, pourtant c'est réel, c'est peut-être justement ce qui est caché et un peu moins apparent, mais pourtant c'est une réalité. Et donc, l'action de l'homme et le cosmos sont en miroir. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit que on n'y est pas encore, si tu veux bien, lorsqu'on voit que les espèces, justement, les plus nobles parfois, ce qu'on voit comme l'ours polaire, l'aigle royal, les choses comme ça disparaissent, on peut se dire que ce sont des dimensions intérieures de l'homme qui disparaissent aussi.
Et lorsque dans les milieux urbains les plus anthropocéniques pullulent les cafards et les rats, pour donner des exemples, j'ai rien contre les cafards et les rats, enfin je les aime sans doute pas trop, un peu comme vous, mais il faut se dire que c'est peut-être que l'intériorité de l'homme est remplie de cafards et de rats. Donc tout ça pour dire que dans cette perspective, l'homme préserve la nature et il utilise la science, comme dans cette enluminure aussi, pour irriguer, tailler de beaux jardins, mais le tout, évidemment, toujours dans un rapport avec cette nature qui continue de fleurir autour de manière libre et sauvage. Et dans cette autre miniature que j'aime beaucoup, il y a énormément d'hommes, la surpopulation, et pourtant on ne les distingue pas bien des rochers, des branches, des trucs, tout est un peu entremêlé. Donc ça, c'est la perspective qui est proposée ici. On va passer à la suivante, parce qu'il reste, de toute façon, vous en avez déjà plein la tête. Donc, quel est l'apport des spiritualités traditionnelles? J'espère que vous avez vu cette idée ici, et cette idée que l'islam n'a rien d'original, et ça aussi c'est à peu près dans toutes les pages du Coran, il n'y a rien de nouveau dans l'islam, c'est le rappel et la répétition de ce qui est dit depuis des siècles, et vous n'êtes toujours pas fichu de comprendre. Et donc, l'intérêt ici des enjeux contemporains de l'islam, pour moi, c'est que cette perspective, dans la crise qu'il y a aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure avec Vincent, c'est quelque chose qui est au cœur de la tradition islamique, et que si, à la fois, les musulmans en prenaient conscience, et les non-musulmans aussi, pour mettre ça en valeur chez les musulmans, eh ben, il serait peut-être un solide levier pour une véritable transition écologique, à la fois au niveau communautaire, parce qu'il y a quand même pas mal de musulmans sur Terre, et que ça pourrait, si on reconnectait les musulmans avec cet héritage, ça pourrait en faire une masse quand même d'action et d'engagement très fort, et à la fois au niveau individuel, vu que les musulmans, comme ceux aujourd'hui qui ont jeûné, ils sont capables quand même de se retenir de faire pas mal de choses, et donc la décroissance, c'est quelque chose qu'ils connaissent et dont ils sont capables. Et donc voilà, donc je terminerai par une sagesse peut-être d'un grand maître justement du soufisme, Junayd, qui disait: le but de la spiritualité, le but de la religion, c'est d'être une miséricorde pour les autres, même si Dieu a fait de toi une épreuve pour toi-même. Merci beaucoup. Donc on va arriver à notre dernier temps collectif. Je vous demande de vous retourner vers votre voisin de droite, de gauche, derrière ou devant, comme vous voulez, et de vous dire, ben là, on vient d'entendre vraiment un exposé qui nous a dit peut-être des choses qu'on n'avait jamais entendues. Donc qu'est-ce qui a été nouveau, ou alors vraiment, qu'est-ce que je vais regarder avec moi de ce dernier exposé? Qu'est-ce qui est complètement nouveau pour moi? Allez-y, on a une petite minute. Voisin, devant, derrière. Qu'est-ce que vous allez garder? Je ne sais pas ce que sera bon, mais ça se présente très vite. Les partenaires, en fait, ça sont tous les temps de ce que Alors je vous propose de remercier votre partenaire, la personne à côté de vous. Et puis je vais quand même prendre une ou deux choses qui ont été marquantes, et puis après on va terminer vraiment par une ou deux questions. Le temps hélas file. Voilà, si vous avez envie de poser une ou deux questions aux intervenants par rapport à cette soirée. Est-ce que quelqu'un là veut déjà partager une chose qui va retenir de ce dernier... Oui, madame ou monsieur, pardon, je ne vois même pas. En fait, il y a un intervenant qui parlait des 5G. Les 5G. Oui. Ah oui. Moi, ça m'a... Ah oui. C'est quelque chose qui... Tout de suite, j'avais entendu parler, pas sur cette séance, mais j'ai suivi un documentaire là-dessus, et j'étais clairement d'accord.
Ok, donc c'est ce que vous avez retenu. Attendez. J'ai retenu que ce n'était pas bien. Pourquoi? Parce que du coup, il faille envoyer des milliers de satellites encore en plus pour que ça vienne encore nous détruire. Alors que c'est quelque chose qui crée la guerre entre, je ne sais pas, c'est l'Amérique ou le Japon, la Chine et l'Amérique. Et c'est une grande guerre qui est en train de venir. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter et qu'on suive le 4G qui est en train de nous détruire, même pas complètement, et que les 5G viennent complètement nous amortir. Ok, c'est plutôt une question que vous avez. Alors on va prendre à ce moment-là une ou deux autres questions et voir si vous pouvez répondre. Peut-être on voit s'il y a d'autres questions, ça va? Est-ce qu'il y a une ou deux autres questions? On va prendre celle-là et on va voir s'il y en a qui se recoupent. Quelqu'un d'autre a une question? Oui. Une question à l'Assemblée, mais peut-être en particulier à Idriss Aberkane. Nous sommes avec un groupe de citoyens, de marcheurs, et ceux qui organisent les marches, en train d'organiser d'abord une philosophie de solution basée exactement sur ce que vous expliquez, sur effectivement des solutions systémiques. C'est-à-dire quel est le plus haut bras de levier d'action que chacun de nous peut faire au niveau de sa famille, au niveau de son entreprise, de son projet, au niveau d'un territoire. La question est la suivante: est-ce qu'il y a une théorie ou une science qui pourrait nous permettre de nous aider à construire ces multisolutions systémiques? On en a déjà une centaine, mais on voudrait continuer, mais surtout les baser sur du concret, sur une science. L'économie n'étant pas une science, en fait. Super. Une dernière question, et comme ça après on va... Bon, on commence avec ça. Les yeux. Alors. Il y avait une question là-bas. Où ça? Oh, bah alors, heureusement, merci, je ne vois pas. Je vois rien avec la lumière, c'est très désagréable. Monsieur, fallait... Juste savoir un peu l'avis des invités sur l'éducation par rapport, on parle tout le temps des prochaines générations. Nous, on est déjà plein d'habitudes. Je ne dirais pas qu'on est foutus, mais... on mange trop. C'est compliqué. Monsieur disait par exemple la rupture du jeûne, on s'est retenu toute la journée, c'est sympa, là il y a des dates qui passent, je me jette dessus. Mon corps parle pour moi, parce que peut-être par manque d'éducation, manque de canaliser certaines émotions. Est-ce que les invités ici présents pensent que peut-être comment voit-il l'éducation de demain par rapport à ces enjeux-là qui vont se présenter? Très bien. Qui veut commencer? Oui, pour la 5G, évidemment, le problème est fondamental, puisqu'on voit bien les observations entre ce que l'astrophysique nous raconte et les neurologues nous racontent. Évidemment, les 20 000, ils sont composés de quoi? Comme vous le dites, hein, c'est des multi-compagnies qui n'arrivent pas à se mettre d'accord et qui font chacun leur système, leur réseau. Et donc, dans des jeux de concurrence et autres. Et donc, les solutions, ouvrir les consciences au maximum. Il y a des solutions, évidemment, d'économie systémique, comme Michel qui est là vient d'en parler. Voilà, mobilisation. Et puis, on a chacun une goutte d'eau à amener. Il ne faut pas oublier que même si j'amène une information comme ça, il faudra amener 7 fois l'information de cette manière différente pour qu'elle soit acquise chez chacun. Donc on a tous un rôle à jouer par rapport à ça, et puis propager les informations pour en prendre conscience et pouvoir agir au moment voulu, quoi. Voilà. Je sais pas si ça répond un peu. Aussi concernant la 5G, et ça va recouper sur votre question, il existe déjà une technologie alternative très très efficace qui s'appelle le Li-Fi. Voilà, si le sujet vous intéresse, le Li-Fi, c'est du Wi-Fi à base de lumière. Donc en fait, on utilise des diodes électroluminescentes, et le signal lumineux de la diode peut transmettre en fait un signal Internet. Et le Li-Fi est extraordinairement intéressant pour plein d'applications. Il est déjà utilisé en Hollande pour les cultures, etc. On peut nourrir les plantes de certaines fréquences, et ça a donné des résultats très intéressants. Mais un des problèmes géopolitiques qui pose, c'est que les villes restent maîtresses des données. Et à l'heure actuelle, c'est pas... Aujourd'hui, on est tous un puits de données. Et les données valent beaucoup plus cher que le pétrole, puisque Facebook vaut beaucoup plus cher que Total, par exemple, ou que BP.
Et nos descendants se moqueront de nous parce qu'ils diront vous étiez comme un pays producteur de pétrole, chacun d'entre vous, mais vous donniez votre pétrole gratuitement. Facebook, on donne nos données gratuitement. Google, on donne nos données gratuitement. Et le LiFi, justement, pose un problème de souveraineté de données pour ceux qui voudraient avoir les données du monde entier, puisqu'ils gardent les données en local. Mais c'est une technologie extrêmement prometteuse, vraiment. Au-delà, bien sûr, des problèmes politiques que vous avez évoqués, il y a une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis aujourd'hui pour l'adoption de la 5G. Et pour répondre donc à votre excellente question, moi je recommande évidemment les travaux de Gunther Pauli. Alors nul n'est prophète en son pays, il était d'Anvers, mais il vit au Japon. Mais ces travaux sont extraordinairement bien démontrés, quoi. Des hectares de savane par exemple en Amazonie, en Colombie précisément, qui ont été reconvertis en forêt. C'était de la savane prédésertique avec un humus quasiment détruit. Et ils ont planté des arbres qui se trouve que leur sève produisait de la térébenthine, et la térébenthine est un carburant, on peut faire du biodiesel avec, mais on ne coupe pas l'arbre. Quand on se retrouve avec un centre de production de biodiesel qui a un bilan carbone négatif, puisque plus de carbone est fixé par l'arbre que simplement la sève qu'on extrait. Le cas du béton de Miscanthus, j'en ai parlé, mais c'est pas du tout une anecdote. Les Chinois coulent plus de béton en 3 ans que tous les États-Unis d'Amérique au XXe siècle. 3 ans de consommation chinoise de béton, c'est tous les États-Unis du XXe siècle. Et alors je parle même pas évidemment des vols, etc. pour les avions. Aujourd'hui les Chinois n'ont pas assez de pilotes, donc ça réduit encore un petit peu l'empreinte carbone par Chinois, mais ça va faire qu'augmenter si on ne trouve pas une solution. Dans les travaux de Gunther Pauli, il y a aussi le papier de pierre. C'est un papier qui est fabriqué à partir de déchets miniers et de bouteilles plastiques recyclées. Et puis rien qu'écoutez, donc en Hollande, il y a Gumtech qui fait des semelles de chaussures à partir de chewing-gum récupérés dans les villes. Et ils sont rentables, vraiment, c'est pas subventionné, quoi. Ils récupèrent les chewing-gums dans les villes, ils arrivent à faire des semelles de chaussures. Et puis il y a Rotterdam, à Rotterdam, où ils ont reconverti une ancienne piscine en champignonnière, qui prennent tout le marc de café, que le marc de café est le meilleur champi-compost connu sur Terre. Si vous voulez faire shiitake, maïetake, ganoderma, pleurote, c'est le meilleur compost. Donc ils récupèrent le marc de café et ils font pousser des champignons directement dans l'ancienne usine. C'est systématiquement des solutions locales, même si le marc de café a déjà été importé, mais en cradle to cradle, de l'économie circulaire. Et maintenant, donc, les travaux de l'économie bleue de Gunther Pauli. Je vous recommande vraiment ces travaux-là. Vous avez bien fait de souligner que l'économie n'est pas une science, c'est un fait. On a vraiment fourvoyé en disant que c'était une science exacte, ce qu'elle n'est pas, mais ça reste très intéressant de l'étudier et on a aujourd'hui des moyens d'enverser notre empreinte dans certains domaines, comme la construction, comme les vêtements, etc. Je ne sais pas si ça répond suffisamment à votre question. Ah, ok. Alors, d'autres, vous avez voulu dans d'autres domaines peut-être Est-ce que la science de la systémique, cybernétique, est-ce qu'il y a des choses à aller chercher là-dedans pour construire systématiquement des business qui soient des business qui répondent à plusieurs enjeux simultanément? Vous allez me dire, allez voir les systémiciens. Non, mais il y a les écosystèmes industriels, effectivement. Au Danemark, il y a une usine, un écosystème d'usines où chaque déchet d'une unité est l'achat de l'autre. J'ai oublié le nom de cette usine, mais il y en a une autre où ils font du biogaz à partir des eaux recyclées. Donc dans les eaux recyclées, ils récupèrent du biogaz. Et cet écosystème au Danemark, voilà, son nom m'échappe, mais ils sont parvenus à un état où véritablement il n'y a plus aucun déchet si on travaille à l'échelle de l'écosystème. Et c'est vrai qu'en résumé, c'est pas à la nature de produire comme nos usines, c'est à nos usines de produire comme la nature. Vous ne trouvez pas qu'il faudrait militer pour imposer l'enseignement du paradigme systémique dans le secondaire? Je croyais que c'était déjà le cas en Belgique, honnêtement, parce que Prigogine, etc. Je croyais qu'en Belgique, il y avait déjà une très grande... Alors moi, je me suis souvent rendu compte, mais vous l'avez aussi par expérience, et vous avez plus d'expérience que moi, mais que souvent, quand on essaie de forcer les gens à faire quelque chose, ils font l'inverse. Mais simplement, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que dans le Coran, il n'y a marqué pas de contrainte en religion, non, parce que l'humain, quand on essaie de le forcer à faire un truc, qu'est-ce qui se passe? En général, il part dans le côté opposé. Mais ce que je vois, c'est que c'est sexy, entre guillemets, la systémique. De plus en plus de gens s'y intéressent. Parce que quand c'est bien enseigné, c'est tellement intéressant qu'il n'y a même pas besoin de le forcer. Mais je croyais vraiment que la Belgique l'enseignait beaucoup. Hein. Ça m'interloque la question que vous avez posée. Je ne connais pas le système belge, mais je croyais que c'était déjà très enseigné en Belgique. Alors oui, il faudrait l'enseigner davantage. Mais maintenant, je connais de plus en plus de gens qui sont versés en systémique. Sur Internet, il suffit de faire quelques vidéos comme celle extraordinaire qu'a faite Didier pour que les gens adoptent comme le centième singe très rapidement, sans qu'on passe par l'administration, la bureaucratie scolaire, les comités pour faire changer les choses. Enfin, c'est juste mon opinion.
Alors, peut-être une bonne transition, merci, pour répondre par rapport à l'éducation. Vincent. Non, voilà, maintenant il fonctionne. Du coup, je vais faire effectivement la transition. Moi, je suis psychologue systémicien, donc c'est quelque chose que je connais bien. Mais juste peut-être, tu peux aller voir du côté du management de la complexité, qui est encore l'étape au-delà de la systémique. Pour ça, juste pour le petit mot là-dessus, je vous invite à lire Edgar Morin, Les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur. C'est ça. C'est au-delà de la systémique, c'est des sciences de la complexité. C'est vraiment une réflexion sur de quoi on a besoin en tant qu'humanité, qu'est-ce qu'on a besoin d'accumuler comme savoir éducatif, donc sur cette question de l'éducation. Ça, c'est des gens que j'aime beaucoup. Après, je vais reparler d'Ecopsy, juste en quelques mots, sur ces questions du comment est-ce qu'on éduque. Moi, j'ai deux choses qui me dérangent très fort dans toutes ces questions-là, de mon regard d'écologiste, de militant, d'activiste, de psychologue, d'éducateur. C'est qu'il y a pour moi deux voies qui sont risquées. Il y en a une qui est celle de l'éco-geste. L'éco-geste, c'est la pornographie de l'écologie. C'est de dire, il y a une tension, il y a un problème, il y a un énorme problème, il n'y a pas de problème, changez vos ampoules. Soulagez-vous. Hein, masturbez-vous, ça va vite passer. C'est pas ça le désir, c'est pas ça la sexualité, c'est pas ça l'écologie. L'écologie, et notamment l'action militante, est née de cette tension qu'on ne peut pas simplement soulager par un petit geste. Même si les petits gestes s'accumulent, etc., on est bien d'accord, mais il y a bien plus à faire que ça. Et donc pour moi, ça c'est un risque, de vouloir tout le temps répondre à un problème par une solution. Et si on fait ça, on reste toujours dans le même paradigme de pensée. Il y a un problème et on vise une solution. Entre les deux, entre le problème et la solution, il y a le processus. Il y a le temps, il y a la lenteur, il y a s'arrêter, il y a réfléchir ensemble, il y a ressentir c'est quoi réellement les racines du problème. Et donc oui, évidemment que dans l'éducation, pour moi c'est super important d'introduire les questions environnementales, mais on ne peut pas y répondre simplement en disant aux jeunes, et aux enfants encore moins, il y a des énormes problèmes, mais il n'y a pas vraiment de problème si vous tirez moins vos chasses d'eau, etc. Ça pour moi, ça devient de l'instrumentalisation de nos enfants. L'éducation, elle est totale chez tout le monde. Les personnes qui polluent le plus sont loin d'être nos enfants. Et donc, on ne peut pas s'arrêter simplement à cette question d'éduquer les générations futures. On n'a pas le temps de ça. On doit continuer à éduquer tout le monde. Mais avec, pour moi, ce recul, et je vais te laisser rebondir là-dessus, ce recul vraiment, ce temps d'arrêt entre la question problématique et puis le faire ensemble. Mais justement, juste pour rebondir, c'est ce temps d'arrêt-là, c'est ce dont tu parles là, qui serait bien peut-être d'avoir des espaces à l'école. Oui, bien sûr, entièrement d'accord avec toi. À l'école, c'est nécessaire et c'est magnifique. Et aussi partout ailleurs. Dans les homes, dans les entreprises, tous les lieux où des humains se rassemblent, dans les mosquées, dans les églises, on doit prendre ce temps d'arrêt. On est face à quoi en tant qu'humanité? Qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Qu'est-ce qu'on décide de faire ensemble? Partout, en fait, ces temps d'arrêt. Et oui, pour rebondir, oui, je pense que dans l'éducation, le temps d'arrêt est sans doute très important. C'est important d'enseigner la nécessité de ce temps d'arrêt. Et je pense que c'est aussi très important d'enseigner le déplacement du point de vue. Et pour reprendre l'exemple de l'hélocentrisme et du géocentrisme, c'est quand même fou qu'aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, enfin moi c'était mon cas avant de faire ces recherches, c'est qu'on est persuadé que l'héliocentrisme c'est la vérité et que le géocentrisme est faux. On ne comprend pas qu'en fait c'est une multiplicité de points de vue sur la même chose. Il y a peut-être même un saturnocentrisme à découvrir et à dessiner. Et je pense que ce serait vraiment très riche de pouvoir amener ça dans l'enseignement. Et la spiritualité et les traditions du passé sont un moyen de faire ce déplacement du regard, à mon avis, vraiment, vraiment important. Et par rapport aux sciences, notamment, on a souvent tendance à opposer, ça c'est à cause de notre traumatisme occidentaux avec la Renaissance et les combats entre l'Église et certains scientifiques, par exemple. Mais par exemple, aujourd'hui, il y a, avec la physique quantique, certains chantiers épistémologiques, en logique, dans lesquels, en fait, la logique formelle, la philosophie n'a plus le moyen de traiter les données de la physique quantique. Alors qu'en fait, certaines spiritualités l'ont. Je vous renvoie pour ça aux travaux de Michel Bitbol, qui est chercheur au CNRS, qui fait un travail vraiment, pour moi, c'est un des intellectuels les plus fascinants de l'époque, qui lui parle à partir d'une perspective de philosophie, mais aussi de la spiritualité bouddhiste, pour le coup, et qui montre comment, c'est un spécialiste de toutes les questions de Schrödinger et compagnie,
et qui montre comment en fait la spiritualité avait déjà ces paradigmes-là depuis des milliers d'années dans certaines traditions. Et Ibn Arabi, dont on a parlé aujourd'hui, dont j'essaie de montrer une perspective, certains physiciens quantiques en France, dont Inès Safi et compagnie, commencent aujourd'hui à très sérieusement utiliser sa pensée pour parler et vulgariser la réalité de la physique quantique. Et il y avait un professeur à l'université de Louvain, un grand spécialiste de la philosophie arabo-islamique, qui à l'époque, lui spécialiste d'Avicenne, de choses beaucoup plus aristotéliciennes justement, parlait d'Ibn Arabi en disant lui c'est le tenant du tiers non exclu. Donc, soi-disant, c'est la logique qui n'a pas de logique, quoi. Il n'y a pas de tiers exclu, c'est le tiers non exclu. Eh ben, aujourd'hui, la physique quantique, c'est le tiers non exclu, en fait. Donc peut-être que Ibn Arabi a une logique beaucoup plus adaptée à la physique quantique que Aristote, par exemple. Donc je pense qu'il y a des choses dans l'enseignement à retrouver et apprendre à déplacer le point de vue, c'est justement apprendre à donner la place à d'autres traditions, sans doute, dans nos enseignements. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Je vais redonner la parole à Faouzia, qui, je crois, a encore une petite conclusion et encore quelqu'un à nous présenter. Merci beaucoup. Avant de conclure et de vous remercier, je vais passer la parole à une personne qui va vous parler pendant quelques minutes et je laisse la parole à Mourad Mimouni qui parlera sûrement mieux que moi. Je t'en prie, Mourad. Bonsoir tout le monde. Voilà, je m'appelle Mourad Mimouni, je suis président de Rire Ensemble, qui fut jadis Rire Ensemble contre le racisme. Et l'ONG Aïssa et nous se sommes rassemblés autour du socle du vivre ensemble. Pourquoi le rire? Pourquoi? Parce que nous considérons que le rire est une arme de rassemblement massive et c'est un dénominateur commun que nous avons tous. Vous faire rire après leur intervention. Merci. Surtout quand on parle d'islam et tout ce qui s'ensuit, je préfère rester prudent. On reste à Bruxelles quand même. Mais en tout cas, ça me fait vraiment très plaisir d'avoir assisté à ces ténors qui sont à mes côtés, à ces conférenciers. J'ai énormément appris. J'ai découvert et je vous invite à découvrir le Rire Ensemble le 16 mars 2020, car l'édition 2019 est passée récemment. Et d'ailleurs, nous sommes dans un mois que je considère important, plein de bonté et générosité. C'est pour cela que je vous invite à laisser toutes vos coordonnées à Mourad et vous serez bien sûr les bienvenus, mes invités, pour l'année prochaine. Merci. Voilà, on est arrivé à la fin de notre soirée. Alors je tenais tout d'abord à remercier les intervenants un à un. Merci beaucoup Idriss, merci Vincent, merci Déborah, merci Didier et merci Grégory. Merci à vous d'être venus ce soir, en tout cas d'avoir participé à cette conférence. Et puis alors, comme au début de la séance, j'ai un petit mot particulier. Parce qu'on a commencé la journée à 14h avec une conférence débat avec 120 élèves du secondaire, avec le parti de nos conférenciers. Un débat de 2h30 qui, on n'a pas vu la fin et ils ne voulaient plus sortir de là. 120 jeunes du cycle secondaire qui étaient animés, mais vraiment animés, c'était juste extraordinaire. Et puis on termine par ce qui s'est passé ce soir avec, comme a dit Mourad, nos ténors, et tout ça bien géré par Déborah. Donc merci à tous, et puis mon petit mot particulier. Mais pour préparer tout ça, il y avait plein de petites fourmis. Alors, les fourmis, là, je crois qu'elles me voient. Merci. Grâce à vous, mais grâce à ces fourmis, merci et une belle soirée. Une bonne...